Atelier qui va être consacré aux avancées du Québec dans le secteur du gaz naturel renouvelable. Alors, mon nom est Gérard Mounier, je suis le président directeur général de GNR Québec Capital. GNR Québec Capital, c'est un nouveau véhicule financier innovant destiné à contribuer au développement du gaz naturel renouvelable au Québec. GNR Québec Capital est né d'un partenariat entre le Fonds de solidarité FTQ et l'entreprise Québec Adsorption. Alors, nous sommes présents dans le marché, au sein du marché municipal, du marché agricole et du marché industriel, et nous finançons des usines de biométhanisation ainsi que des installations de biogaz liées à des sites d'enfouissement. Nous sommes intéressés à supporter aussi bien des projets en développement de type Greenfield que des projets en opération de type Brownfield. Donc voilà pour la présentation. On va passer sans plus attendre aux présentations de nos conférenciers. Et à l'issue, une fois que nous aurons vu les trois présentations, nous passerons à la période des questions. Alors, sans plus attendre, je vais accueillir notre premier conférencier. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Monsieur Nicolas Junot, qui est directeur général des hydrocarbures et des biocombustibles au sein du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec. Alors, Monsieur Junot, je vous cède la parole. Merci. Aujourd'hui, ce que je vais faire je voudrais un résumé des principales actions que le gouvernement déploie pour appuyer le développement de la filière du GNR au Québec. Donc, on pourrait passer tout de suite à la première diapo, s'il vous plaît. Donc, le gouvernement a identifié le gaz naturel renouvelable comme étant un outil de transition énergétique. Donc, le développement du GNR permet essentiellement d'atteindre plusieurs bénéfices pour la société. Vous en avez quelques-uns listés ici. Donc, on parle de transition énergétique, donc c'est au cœur des bénéfices qu'on peut avoir. On a un remplacement de l'énergie fossile, on a une réduction de GS, on a une diminution des importations de ces énergies fossiles-là. On favorise le développement économique régional, tout ça dans un contexte d'économie circulaire. Donc, on pourrait passer à la suivante. Donc, pour développer et soutenir la filière du gaz naturel renouvelable, il y a essentiellement deux leviers sur lesquels le gouvernement agit, peut utiliser pour favoriser le développement de la filière. Le premier, c'est celui qui est réglementaire. Et on en a un deuxième qui, lui, est plus le soutien à la production. Donc, un volet réglementaire pour créer une certaine demande et un soutien à la production pour justement favoriser la production. Concernant la réglementation, un élément clé en 2019, le gouvernement a adopté un règlement qui est le règlement concernant la quantité de GNR devant être livrée par les distributeurs de gaz naturel. Donc, dans ce règlement-là, on est venu inscrire une obligation pour les distributeurs à inclure dans ce qu'ils injectent dans leur réseau un pourcentage de gaz naturel renouvelable. Donc, en 2020, on a un objectif de 1%, et celui-là va croître avec les années. En 2023, on a un objectif de 2%, et en 2025, de 5%. Ça, c'est ce qui est inscrit au règlement actuellement. Le règlement va devoir être ouvert pour être ajusté en fonction de ce qui était inscrit et annoncé par le gouvernement dans le PEV, le plan pour une économie verte, où on fixe à 10% pour 2030 l'objectif de ce qui va être demandé d'être injecté dans le réseau de distribution. Donc, pour cette croissance-là, il est estimé qu'en 2025, là, avec le 5% d'injection, on aurait des diminutions de GS produits annuellement de l'ordre de 570 000 tonnes. Donc, vous pouvez voir que c'est quand même significatif. Pardon, on pourrait passer à la diapo suivante. Donc, le deuxième levier, là, on a vu il y a le levier réglementaire pour créer la demande. On a un deuxième levier pour favoriser le développement de la filière qui est le soutien à la production. Le gouvernement a opté pour différents programmes pour accompagner le développement de cette filière-là, de ces projets-là. Un important, c'est le PTO-MOBC qui, lui, relève du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Lui, c'est un programme qui date d'un certain nombre d'années pour la biométhanisation des matières organiques d'origine municipale et industrielle. On est beaucoup dans le municipal à ce niveau-là. Et depuis novembre 2020, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a lancé un nouveau programme, qui est le programme de soutien à la production de gaz naturel, à son injection ou à sa connexion au réseau de distribution. Donc, essentiellement, accompagner les projets de production et d'injection dans le réseau.
Le programme, au départ, a été annoncé avec un 25 millions de subventions de financement sur 2 ans dans le dernier budget. Et avec le lancement du PEV, il a été annoncé un 200 millions supplémentaires sur une période de 5 ans, donc de 21 à 25, à 2026. Donc là, le cadre normatif, le programme va être revu là, pour s'ajuster à cette augmentation des sommes et cette planification financière-là sur un plus long nombre d'années. Donc, comme je disais, il finance des projets de production par biométhanisation et d'injection dans le réseau. En amont du lancement de ce programme-là, il y a eu aussi 8 annonces de 8 projets subventionnés à la hauteur de 45 millions pour favoriser la production qui découlait du budget, là, du dernier budget gouvernemental de 2020. Aussi, on a le secteur de transition énergétique du MERN qui pilote le programme Technoclimat, qui lui permet d'appuyer l'innovation. Donc, on a des projets on a un programme pour financer des projets de, comme je l'ai expliqué, de production et d'injection, mais aussi on a le secteur transition énergétique qui, avec Technoclimat, vient financer des projets d'innovation, donc d'autres technologies. Et le PEV a annoncé pour les bioénergies, donc sur ce volet-là, une augmentation de l'enveloppe de 30 millions. Donc, on pourrait passer, ça fait le tour pour le deuxième levier. On pourrait passer à la diapo suivante, où on résume l'essentiel des projets qui ont été financés par le gouvernement dans les dernières années. Donc, on en a un certain nombre, 7 au PTMO-BC. Et vous voyez voir dans la colonne de droite la production potentielle en millions de mètres cubes que ça peut représenter de gaz naturel renouvelable. On a le 8 projets au MERN dont je vous ai parlé récemment, il y a quelques minutes. Donc, on a aussi les volumes de production en millions de mètres cubes. Et on a un projet qui a été financé par Technoclimat, donc il s'agit du projet là, de biométhanisation à Warwick. Là, ici, il s'agit d'un premier projet de biométhanisation agricole au Québec. Et tout ça pour un total de 16 projets, 63 millions de mètres cubes. Donc, ça, c'est ce qui a été financé. On pourrait passer à la diapo suivante. On peut revenir sur le programme dont je vous ai parlé, là, le programme de financement là, pour la production et l'injection. L'objectif du programme, c'est de financer une partie des investissements. On finance à l'ordre de 50% des dépenses admissibles jusqu'à une subvention maximale de 8 millions par projet. Il y a 2 volets, comme je vous l'ai dit, production, qui s'adresse à quiconque a un projet de production, et les projets d'injection qui s'adressent plus aux distributeurs. Je vous dirais, le programme vient d'être lancé en novembre. Moi, je vous invite, les gens qui auraient des projets ou des réflexions sur des projets, à rapidement aller sur notre site Internet. On a un lien, une adresse courriel. Prenez contact avec notre équipe. Ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous. C'est bien d'avoir, dès le départ, une bonne compréhension de qu'est-ce que c'est qu'une demande, qu'est-ce qu'elle doit contenir, une demande au programme pour vous aider à bien monter le projet, que ça puisse avancer rapidement dans le cheminement avec nous vers une subvention. Pour s'assurer de savoir qu'est-ce qui est admissible, on a souvent des questions de ce type-là, et aussi quel élément prévoir déposer en accompagnement à la demande officielle pour faciliter le traitement après ça, une fois que le dossier est déposé. OK, on pourrait passer à la diapo suivante. Dans les autres actions ou initiatives structurantes que le gouvernement a entre les mains, en dehors de ce que je viens de vous expliquer, le volet réglementaire, les volets programmes, on a aussi 2 éléments que je voulais soulever. On a une stratégie dans le PEV, il a été annoncé que le gouvernement arriverait avec une stratégie sur l'hydrogène vert et les bioénergies à l'automne 2021. Donc, on est activement en développement de cette stratégie-là. Dans cette dernière, on va y inscrire les axes d'intervention sur lesquels le gouvernement entend intervenir pour les 10 prochaines années pour favoriser le développement de ces 2 filières-là. Donc, évidemment, la filière des bioénergies dans laquelle les GNR se retrouvent. L'objectif fondamental va être, ce qui est important, c'est de réussir à se projeter puis à s'orienter pour les 10 prochaines années pour réussir à créer un environnement favorable au plein développement de la filière des bioénergies. Et bon, donc voilà, fait que ça, on y travaille activement. Un autre point que je voulais soulever, on s'est doté d'un comité sur
un comité de suivi concernant les cibles de distribution de GNR. Donc, c'est un comité multipartite. Oui, il y a plusieurs ministères, le MELCC, le ministère de l'économie et de l'innovation, le MAPAC, le ministère de l'énergie et des ressources naturelles. Mais aussi, on a tous les membres de l'industrie intéressés au secteur des GNR. Donc, on a l'ACPER qui est membre du comité, on a les distributeurs d'énergie, des consommateurs, des générateurs de matière. Donc, on fait le tour de l'ensemble des intervenants et pour s'assurer qu'on a un bon suivi de nos objectifs et qu'on va atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans nos règlements. Et aussi, on a un sous-comité qui est un comité technique sur les enjeux agricoles. Il y avait une préoccupation de s'assurer d'un développement cohérent de la filière. Donc, il y a des travaux qui sont en cours. Et là aussi, il y a des gens, l'ACPER est représenté notamment sur le dossier. Donc ça fait le tour essentiellement très rapidement, en 10 minutes, là, des leviers sur lesquels le gouvernement intervient, ce qu'il a mis en place, et un peu une vision pour les prochains jalons à venir. Donc, ça fera le tour pour moi, puis je vais être disponible pour les questions après. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Junot, pour cette excellente synthèse. C'est toujours bien important de rappeler les grands axes de développement et les programmes du gouvernement du Québec en la matière et d'avoir les idées très claires à ce niveau. Donc, merci beaucoup. Je vais maintenant vous présenter notre second conférencier, qui est un acteur majeur dans le développement de la filière au Québec. En l'occurrence, il s'agit de notre distributeur et notre principal acheteur de biogaz. Donc, je vais introduire Monsieur Vincent Regnault, qui est directeur approvisionnement gazier et développement de gaz renouvelable chez Énergir. Voilà. D'utiliser le chat pour poser vos questions dans la partie conférence. Donc, Monsieur Regnault, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Mounier. Bien, écoutez, bonjour à tous. Merci à l'ACPER pour l'invitation de venir prendre la parole à votre colloque. C'est vraiment pour nous très intéressant. Puis moi, je suis très heureux de venir partager les développements de la filière du gaz naturel renouvelable au Québec, de la perspective d'énergie pour la première fois. Je suis responsable du développement des gaz renouvelables depuis l'été dernier. Je suis chez Énergir depuis déjà une douzaine d'années, bientôt 13 ans, plusieurs années aux affaires juridiques où j'ai représenté l'entreprise, entre autres, devant la Régie de l'énergie, responsable de l'approvisionnement gazier traditionnel depuis 2015, puis donc, comme je le disais il y a un instant, depuis juillet dernier, responsable également du développement des gaz renouvelables. Donc, je vais commencer sans plus tarder parce que 10 minutes, ça passe très rapidement. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois grandes choses, trois grands thèmes. Rapidement, vous donner quelques éléments de contexte à l'égard du GNR et où il se situe dans le grand portrait des choses pour Énergir. Ensuite, je veux vous parler concrètement de comment on pense être en mesure d'atteindre les différentes cibles réglementaires qui ont été fixées par le gouvernement québécois. Et enfin, je veux vous parler de quelques défis qu'on entend, auxquels nous, on fait face comme distributeurs, également dont on entend parler de la part de producteurs, de promoteurs de projets. Donc, partager cette perspective-là, puis évidemment, très heureux de participer aux questions et réponses par la suite. Donc, rapidement, la vision 2030-2050, là, je le fais rapidement parce que pour ceux qui ont entendu mon collègue François Renaud-Lortie hier, il en a déjà parlé, mais la vision 2030-2050, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement l'expression par Énergir de où elle se voit dans le grand portrait des choses, dans l'action, la transition énergétique, l'atteinte des réductions de gaz à effet de serre. Cette vision-là, elle s'articule autour de deux grands axes. Le premier, décarboner notre réseau de gaz naturel, et le second, c'est d'être présent à l'endroit et au moment où on croit que le gaz naturel a de la valeur. Quand on regarde de façon un peu plus détaillée ces deux axes-là dont je viens de vous parler, ils se déclinent essentiellement en quatre grandes orientations. Accroître nos efforts en efficacité énergétique. Énergir est un leader en efficacité énergétique depuis déjà 20 ans. On entend bien le demeurer et redoubler d'ardeur et d'efforts pour augmenter les efforts en efficacité énergétique. Seconde orientation, accélérer l'injection de gaz naturel renouvelable. Évidemment, c'est le sujet principal de ma présentation ce matin. On s'est donné un objectif minimum de 10% dans le réseau gazier sur l'horizon 2030. Troisième grande orientation, s'appuyer sur la complémentarité des réseaux énergétiques, donc essentiellement
trouver des façons avec Hydro-Québec d'optimiser l'utilisation du réseau électrique et du réseau gazier. Et enfin, la quatrième grande orientation, se diversifier grâce à des vecteurs de croissance qui sont durables. Dernière chose dans les éléments de contexte, vous parlez très rapidement du plan pour une économie verte qui a été rendu public par le gouvernement à l'été au mois de novembre dernier. On était bien heureux de voir que notre vision pointait là, dans une direction avec laquelle le plan pour une économie verte était d'accord. Quelques éléments d'importance pour nous, quant à nous, évidemment la cible de 10% pour 2030 dans le règlement sur la teneur minimale de GNR là, dans les réseaux gaziers, cette nouvelle cible-là qui va y être incorporée, comme l'indiquait M. Junot. Ensuite, au niveau des engagements concrets, évidemment, l'enveloppe significative là, de 213 millions qui est rendue disponible pour les projets de production et de distribution de gaz renouvelable. Puis enfin, là, une première stratégie sur l'hydrogène vert et les bioénergies qui va certainement là, venir stimuler encore plus là, la production de GNR et également la production d'hydrogène qui, on va le voir dans un instant, là, va être, à notre sens, importante pour l'atteinte des cibles qu'on s'est fixées. Si on y va concrètement, vous avez sous les yeux ce que je considère être la trajectoire possible du portefeuille d'énergie pour atteindre les cibles. Je pense qu'ici, il y a 3 grands moments à regarder. Il y a l'année 2023, il y a l'année 2025 et finalement la cible de 10% de 2030 qu'on voit tout en haut avec la ligne en pointillé bleuté. Pour la cible de 2% en 2023, de notre côté, là, on pense qu'on est quand même, on a des chances on a des très bonnes chances d'y arriver. On voit qu'on a pour 122 millions de mètres cubes de projets qui sont confirmés. Qu'est-ce que c'est des projets confirmés? Ben, c'est des projets qui sont soit en opération, soit en construction ou en développement financé. Donc, 122 millions, 2%, c'est environ 120 millions de mètres cubes. Donc, le 122 millions nous permettrait d'y arriver. Ensuite, en 2025, le 5%, bien, on voit qu'on a à ce moment-ci, en 2021, pour 141 millions de mètres cubes de projets qui sont confirmés. On en a pour 137 millions de mètres cubes, donc un autre 2% de projets qui sont en négociation. Où on est rendu à différents endroits là, dans la négociation. Donc, les chances de finaliser ces négociations-là sont quand même assez élevées. Puis ensuite, là, on voit un autre 97 millions de projets qui sont prêts à démarrer, conditionnels à l'obtention d'une subvention. Je parlais il y a un instant, puis M. Junot aussi, il faisait référence là, des sous qui seraient rendus disponibles par l'intermédiaire du PEV, le 200 millions de dollars. On a bon espoir là, que ce 200 millions de dollars-là permettent là, à bon nombre de ces projets-là qui sont prêts à démarrer de finaliser donc leur organisation et qu'ils puissent se mettre en branle pour l'atteinte de la cible en 2025. Quand on se projette un petit peu plus loin, quand on se projette en 2030 avec la cible de 10%, à ce moment-là, on regarde évidemment là, les tranches supérieures là, de la barre pour l'année 2025. Il y a un certain nombre de sites d'enfouissement au Québec qui produisent du biogaz qui, pour l'instant, n'est pas valorisé au Québec, qui pourrait l'être, qui pourrait justement permettre d'atteindre la cible de 10%. Puis enfin, le dernier bloc de 120 millions de mètres cubes qui, lui, pourrait provenir des volumes produits par les deuxième et troisième générations technologiques de production de GNR. Donc, la deuxième génération, c'est la pyrogazéification de la biomasse résiduelle forestière notamment, qui pourrait permettre donc de contribuer là, en bonne partie à l'atteinte de la cible de 10%. Et aussi la troisième génération de technologie, qui est ce qu'on appelle en bon français, excusez-moi, le power to gas, donc essentiellement la combinaison d'hydrogène avec du CO2 pour former du méthane et ensuite du GNR, là, du méthane renouvelable. Donc, voici un peu le portrait, la vision que nous avons pour nous permettre d'atteindre les cibles. Comme je le disais, celle de 2%, on a un degré de confiance quand même assez élevé. Celle de 5%, on est vraiment sur la bonne voie. Celle de 10%, on est quand même à un horizon quand même assez plus lointain, 9 ans. On a un certain temps pour matérialiser tout ça. Mais en même temps, il faut quand même avancer très vite parce que les volumes les deuxième et troisième générations technologiques vont prendre quelques temps pour se développer, d'autant plus qu'elles ont
dans chacun des cas, elles produisent un hydrogène résiduel qui va devoir être injecté dans le réseau. Et la présence d'hydrogène dans le réseau soulève un certain nombre de questions qui doivent être résolues. Je passe au troisième et dernier point dont je voulais discuter ce matin, des grands défis là, qui attendent la filière du gaz naturel renouvelable pour l'atteinte des cibles. Je les ai classés en trois grandes catégories. Là. Premier, l'analyse du potentiel existant. Ensuite, la question des conditions réglementaires et pour finir, la question des conditions économiques. Au niveau du potentiel, je pense qu'il y a un certain travail à faire, en tout cas du moins chez Énergir, pour améliorer les connaissances au niveau de la filière sur les matières résiduelles qui sont disponibles, avoir une meilleure visibilité sur le réel potentiel et l'apport qu'elle va pouvoir apporter cette biomasse résiduelle-là. Ensuite, la question du développement des chaînes d'approvisionnement des intrants, des chaînes d'approvisionnement fiables et pérennes, c'est une chose qu'on entend de la part de producteurs et d'investisseurs aussi. Évidemment, pour les investisseurs, la question d'un client pour acheter le GNR, c'est important, mais la question de la fiabilité puis de la pérennité d'une chaîne d'approvisionnement l'est tout autant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va devoir se développer ou à laquelle il va falloir porter une attention au courant dans le futur rapproché. Puis ensuite, une analyse du potentiel de production d'hydrogène au Québec. Je le mentionnais il y a quelques instants. La troisième génération technologique là, requiert l'utilisation d'hydrogène pour faire de la méthanation et produire du GNR. Puis ultimement, aujourd'hui, je vous parle de GNR, mais ultimement, le mélange d'hydrogène et de gaz naturel va nécessairement venir sur la table. C'est un sujet qui, dans le monde énergétique à travers le monde, est sur toutes les lèvres et va assurément faire l'objet d'études, d'analyses. Au niveau des conditions réglementaires, bien évidemment, l'évolution du cadre réglementaire auprès de la Régie de l'énergie continue à évoluer. Tout récemment, on a déposé une nouvelle demande pour traiter, pour discuter avec la Régie et les intervenants de la façon de traiter les différents coûts additionnels là, qui viennent de l'achat du GNR. Monsieur Junot le mentionnait, la modification au règlement sur le contenu minimal de GNR qui viendra éventuellement. Et enfin, le développement de codes et de normes en lien avec la présence d'hydrogène dans les infrastructures gazières. Je le mentionnais il y a quelques instants, la deuxième et troisième génération technologique vont impliquer un hydrogène résiduel dans le réseau. Enfin, les mises en place de conditions économiques favorables. Puis ici, je salue l'arrivée de Monsieur Mounier et de GNR Québec Capital parce que je pense que c'est un joueur qui est important dans le développement de la filière de production de gaz naturel renouvelable. La question de la disponibilité de fonds pour se rendre à la décision sur un investissement a fait l'objet d'un certain nombre de discussions avec des producteurs, avec des promoteurs. Donc, c'est un élément qui parfois peut être un frein au développement de certains projets. Le deuxième point, la question des crédits compensatoires qui permettraient de valoriser les GES et éviter. Ça, c'est un élément qui est très important. Je sais que l'ACPER partage aussi pour avoir entendu M. Durani le dire, l'ACPER partage aussi l'importance de ces crédits compensatoires-là pour générer un revenu additionnel pour les producteurs puis améliorer la rentabilité de leurs projets. Puis enfin, le développement de programmes de subvention pour les deuxième et troisième générations technologiques qui vont être requises pour atteindre justement la cible de 10% en 2030. Donc, très rapidement, ça fait le tour des quelques remarques que je voulais faire. Puis ça va me faire plaisir de poursuivre la conversation, la discussion après la dernière présentation. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Regnault, pour cette très intéressante présentation. C'est vraiment extrêmement important pour nous de voir comment Énergir projette le futur en matière de développement de la filière. Et soyez certains que GNR Québec Capital va être là pour vous supporter. Donc voilà, présentation qui suscite certainement des questions. Donc encore une fois, je vous invite à aller sur le chat pour poser vos questions. Maintenant, nous allons avoir une présentation par un autre joueur extrêmement intéressant, extrêmement important, qui est une entreprise française, Waga Énergie, qui se développe au Québec,
qui donc offre l'avantage d'avoir une vision sur le marché, les marchés des deux côtés de l'Atlantique. Donc, nous avons bien hâte d'en apprendre plus à ce niveau-là. Donc, je vais vous présenter Monsieur Mathieu Lefebvre, qui est cofondateur et président directeur général de Waga Énergie. Donc, Monsieur Lefebvre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être là. Je vous remercie pour l'organisation de ce colloque et les interventions de messieurs Junio et Renaud. Alors, on est un acteur effectivement un peu particulier parce qu'on s'occupe exclusivement d'un gisement de gaz qui a un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique et dans la transition. C'est le gisement des lieux d'enfouissement technique. Donc, pour ma part, j'ai un background d'ingénieur. J'ai passé 12 ans au sein d'Air Liquide pour développer l'activité de production du gaz renouvelable. En 2015, avec deux collègues, on a décidé de créer Waga Énergie, donc pour amener sur le marché une technologie de rupture dédiée au lieu d'enfouissement technique. Je dirais qu'on se définit comme des activistes, des militants du gaz renouvelable, puisque on considère que c'est vraiment un pilier de la transition énergétique. Slide suivant. Donc, le sujet que nous abordons aujourd'hui, très rapidement, c'est à la croisée entre les émissions de gaz à effet de serre, la problématique des déchets et la transition énergétique. Aujourd'hui, donc, tout le monde le sait, on a un sujet lié aux émissions de CO2 des énergies fossiles, mais également, en termes de contributeurs importants aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, le méthane issu des déchets. L'activité de traitement de déchets qui passe par le stockage des déchets dans le monde est en forte croissance, 2 milliards de tonnes aujourd'hui pour 3 milliards de tonnes en 2050, et l'essentiel de ces déchets sont stockés. Et une fois stockés, ils vont spontanément produire un gaz renouvelable, du biogaz, qui est à la fois aujourd'hui une source de pollution majeure à l'échelle mondiale, mais qui est potentiellement un pilier essentiel de la transition énergétique. Pourquoi un pilier essentiel? Parce que certes, on peut produire des énergies renouvelables sous forme électrique, et le Québec est particulièrement bien positionné là-dessus, mais à l'échelle mondiale aujourd'hui, 85% de la consommation mondiale d'énergie vient des énergies fossiles. Et que le meilleur substitut renouvelable à ces énergies fossiles, de notre point de vue, c'est le biométhane. Le biométhane issu donc des produits agricoles, agro-industriels, et également le biométhane produit par nos déchets, notamment la fraction organique de nos déchets ménagers. Ça permet d'utiliser les infrastructures existantes. Énergie terminé juste avant, on a dans le monde entier des réseaux de gaz bien développés, donc sans modification et sans investissement massif dans les infrastructures. Et en plus, en termes d'utilisation, c'est un gaz qui est évidemment moins polluant en termes d'émissions de particules, de NOx et de SOx. Alors, deux filières de production du biométhane, qui va donc pouvoir substituer les usages principalement transport, chaleur, qui représente 85% de l'usage d'énergie aujourd'hui dans les sociétés contemporaines. Deux grandes filières, la filière méthanisation qui est largement répandue. Pour donner des ordres de grandeur, il y a à peu près 800 méthaniseurs en Europe qui produisent du biométhane sur un parc de l'ordre peut-être de 15-17 000 méthaniseurs qui ont été faits, on va dire, sur la génération précédente, donc de 2010 à 2015, qui était plutôt orientée vers la production d'électricité. On est là sur une énergie de flux, donc continue, qui va avoir une production assez stable, qu'on peut anticiper, liée à un bassin d'approvisionnement en matière organique. Et il y a une deuxième source, c'est-à-dire plus marginale à l'échelle mondiale en termes de potentiel, qui a un profil de production très différent. C'est-à-dire que c'est les lieux d'enfouissement technique qui ont un volume d'accueil fini et qui vont donc produire dans le temps une production croissante tant que le site est en exploitation, puis une production décroissante avec la dégradation progressive de la matière organique. C'est donc deux profils très différents et deux approches différentes. Les quelques grandes particularités du gaz d'enfouissement, ce qui implique aujourd'hui qu'il est très mal valorisé à l'échelle mondiale, c'est qu'il est excessivement variable et imprévisible en termes de composition, de débit, et qu'il est soumis donc aux fluctuations de la météo, puisque c'est des sites de très grande taille.
Là, vous voyez sur cette courbe l'évolution de la teneur en oxygène et en méthane sur des pas, donc c'est un pas d'une dizaine de jours, où on voit que entre le jour et la nuit, en fonction si on est en anticyclone ou en dépression, on va avoir des fortes variations de la composition produite par cet immense estomac qui est un lieu d'enfouissement technique. L'autre élément déterminant, c'est la teneur en azote et en oxygène. C'est des sites très grands. Le métier des opérateurs de lieux d'enfouissement, c'est de capter, donc c'est de stocker les déchets, et ça va être de capter un maximum de gaz pour éviter les émissions de méthane à l'atmosphère et éviter les odeurs pour le voisinage. C'est donc un sous-produit qui ne doit pas impacter l'environnement et le stockage des déchets. Et donc, vu qu'on aspire ce gaz, on a des entrées d'air qui sont conséquentes et qui rendent la chose très compliquée, puisqu'il est difficile de séparer l'oxygène et l'azote du méthane. On voit ici un certain nombre de compositions sur des sites typiques en Europe, en Amérique du Nord, où donc la teneur moyenne en méthane sur un site normal, elle est de l'ordre de 40 à 45% de méthane, quand sur une méthanisation, on est entre 50 et 65%. Et surtout, on a entre 15 et 25% d'air, azote et d'oxygène, quand sur une méthanisation, on est plus proche de zéro, puisque c'est totalement anaérobique. Et donc ça pose un certain nombre de problématiques qui ont entraîné en fait une utilisation que très très partielle de ce gaz à l'échelle mondiale. Il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, la moitié du gaz à peu près part à l'atmosphère. Et c'est donc un contributeur à hauteur de 5, peut-être plus, % des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Dans les pays développés, dans un certain nombre de pays, grâce à des mécanismes de développement propres, cette énergie a été détruite sous forme donc par des torchères pour transformer ce méthane en CO2 et réduire son impact sur l'environnement. Il y a un certain nombre de sites en Europe et en Amérique du Nord qui brûlent ce gaz pour en faire de l'électricité. La problématique est un assez faible rendement, une électricité donc assez chère, et en plus c'est un gaz qui est très impur, il y a une multitude d'impuretés puisqu'on ne contrôle pas tout ce qui est mis dans un lieu d'enfouissement, et donc des coûts d'exploitation très élevés. Et aujourd'hui, alors c'est en développement depuis quelques années, mais ça s'est très peu développé à l'échelle mondiale pour les raisons que j'ai préalablement exposées de variabilité et de pollution à l'air. Il y a 70-80 sites dans le monde qui essayent de produire du GNR, et c'est pour cette application qu'on a développé donc la Wagabox, qui est une technologie très récente et qu'on est en train d'importer au Québec après un fort développement en France, qui est dédié au développement de la production de gaz renouvelable à partir des lieux d'enfouissement. Alors cette technologie, elle a été imaginée notamment grâce à des attentes, des demandes de l'Amérique du Nord. C'est un couplage de la séparation par membrane, qui est, on va dire, la référence mondiale aujourd'hui en termes de séparation du biogaz, de d'épuration du biogaz, 2/3 à peu près du marché mondial, ce en une petite dizaine d'années. C'est très simple, très robuste, un compresseur, 2, 3, 4 étages de membrane, et on sépare le CO2 du méthane. Donc le couplage de cette technologie assez standard, avec ce qui a fondé le groupe Air Liquide, une distillation du mélange méthane-air, puisque toutes les technologies traditionnelles aujourd'hui ne savent pas séparer l'air du méthane. Et donc on va faire une distillation, donc on va descendre le gaz à température assez faible et distiller ce méthane pour avoir un biométhane ensuite qui est suffisamment pur, très pur, pour respecter les exigences d'Énergir et des autres opérateurs au niveau mondial. C'est une condition sine qua non pour valoriser ces gisements qui sont assez importants. Un petit lieu d'enfouissement va très rapidement alimenter des centaines de bus. Et il est très difficile pour les bus ou les véhicules de venir en permanence s'alimenter sur un site. Et donc, on a besoin des réseaux de gaz naturel pour écouler ces productions et avoir accès à des centaines, des milliers de consommateurs. 10 ans de développement qui ont été prolongés après Air Liquide par Waga Energy. C'est une technologie qu'on a en propre et qui a l'intérêt d'être capable d'épurer le gaz, quelle que soit la qualité du gaz brut, même s'il est très pollué à l'air, tout en maintenant un très haut niveau de performance. Et ça permet aux opérateurs de lieux d'enfouissement de rester sur leur métier et de ne pas avoir à modifier leurs paramètres opératoires des lieux d'enfouissement.
c'est une condition pour éviter les émissions de méthane à l'atmosphère. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est une petite usine à gaz, un couplage de séparation par membrane qui sont donc compresseur et membrane dans le container et une distillation cryogénique. C'est assez compact. Il y a généralement de la place sur les lieux d'enfouissement technique. Voilà. Je fais vite. Alors, un des intérêts pour la filière GNR de cette valorisation, c'est qu'on est sur un sous-produit de l'activité de traitement de déchets. Donc, on n'a pas besoin de construire un méthaniseur pour la production de ce biométhane. Et donc, typiquement, on voit sur ce graphique la différence de tarif d'achat qui est proposé par le gouvernement français à la production de GNR à partir de lieux d'enfouissement. Et on voit qu'il est très substantiellement en dessous du tarif nécessaire pour la valorisation du gaz issu de méthaniseurs de digestion anaérobie. Donc pour les énergéticiens comme pour les opérateurs de réseau, c'est intéressant parce que ça permet de mettre le pied à l'étrier de cette transition énergétique nécessaire et d'amener donc cette nouvelle énergie dans le mix énergétique assez rapidement et de manière économique et donc plus intéressante pour le contribuable. Donc on est dans l'économie circulaire puisque les déchets qu'on produit au quotidien, qui sont dans nos poubelles, vont être enfouis. Donc ça c'est intéressant puisqu'on est sur un stockage de carbone solide. On va récupérer donc dans un lieu d'enfouissement classique le biogaz qui contient donc du méthane, qui va être épuré par cette technologie innovante pour être injecté dans le réseau de gaz naturel et réalimenter la société pour le transport, pour l'industrie et pour tous les usages qui sont notamment peu ou pas électrifiables. En l'espace de 4 ans, on a aujourd'hui 10 unités en France, et ça, c'est grâce, alors, en partie à la technologie, mais aussi grâce à un mécanisme de soutien, tarif avec obligation sur d'achat sur 15 ans, qui a permis de faire le pas de cette innovation et de ce développement. Et ce qu'on a trouvé aujourd'hui au Québec, c'est un écosystème qui est assez comparable. On a beaucoup travaillé avec les différents organismes et avec Énergir pour développer cette énergie qui est bonne pour les territoires et le climat. Deux références très rapidement pour donner les ordres de grandeur. Plus de 3000 m3 en épuration en construction à côté de Paris avec Veolia. Ça donne une idée des quantités d'énergie qu'on peut produire à partir de ces sites. Je fais un petit peu vite, je suis désolé. Un premier projet en Espagne qui est assez emblématique puisque c'est un projet qui est réalisé sans mécanisme de soutien. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des acheteurs d'énergie renouvelable et de gaz renouvelable notamment qui sont prêts à s'engager sur la durée pour un gaz qui est donc, on va dire, compétitif à prix de marché, même sans aide publique. Il faut avoir évidemment une certaine taille, être à relative proximité du réseau pour avoir les économies d'échelle et avoir des consommateurs intéressés à passer en renouvelable, d'où une petite augmentation du coût d'approvisionnement. Un écosystème qui est assez comparable à ce qu'on a pu trouver nous en France, des bons chaudronniers, des partenaires très engagés, le MERN et Énergir. Et donc on sait, la première filiale qu'on a créée, notre première installation internationale, ça a été le Québec pour déployer cette solution. Et on espère évidemment continuer à œuvrer pour l'écosystème dans cette transition et cette lutte contre le changement climatique. Dernière slide très rapidement, les projets de lieux d'enfouissement sont évidemment assez complexes parce qu'il est difficile de prévoir la production de gaz. Il faut absolument avoir un diagnostic assez solide avant d'investir quelques millions de dollars sur un site. Évidemment, la distance au réseau est clé puisque plus on augmente le capital, plus le coût de production sera élevé et on doit absolument réduire le coût de production du biométhane pour développer la filière. Donc, ajuster le dimensionnement à la production réelle du site. Il faut quand même qu'il y ait un débit suffisant pour avoir les économies d'échelle qui permettent d'avoir un prix qui soit pas complètement déconnant par rapport au prix de marché. Et évidemment, un modèle qui aligne les intérêts. Il est évidemment exclu d'arriver, de vendre une technologie et puis de s'en aller. C'est des usines à gaz assez complexes qui sont loin du métier des opérateurs d'enfouissement. Et donc, il faut absolument aligner les intérêts des uns et des autres pour aller vers le succès. Et en termes de perspective, à partir du moment où on a une infrastructure gazière en place sur un site, ça va donner lieu à tout un tas de développements possibles. Le développement de méthanisation, on va avoir un coût marginal de production plus faible puisqu'on aura déjà amorti la chaîne de production gazière.
Il y a déjà des autorisations préexistantes, un circuit de collecte et de camions, et on va ainsi pouvoir développer le photovoltaïque, des stations de gaz carburant et un certain nombre d'autres usages qui font de ces sites d'enfouissement un très bon tremplin pour la transition à la fois sur les aspects déchets et énergie. Et je crois que j'en ai terminé. Je suis désolé d'avoir été un peu plus long que prévu. Alors, merci Monsieur Lefebvre. J'imagine que je suis à nouveau en onde. Donc, merci Monsieur Lefebvre pour cette très intéressante présentation. Effectivement, on a un petit peu débordé, mais on avait commencé avec un petit peu de retard. Donc, je vais poursuivre jusqu'à ce que la régie me rappelle à l'ordre. Écoutez, on va passer à la période des questions. Alors, écoutez, je vais directement entamer avec les questions du public. Et la première question est pour Monsieur Lefebvre. Quelle serait la taille minimum de capture et valorisation de gaz d'un LET? Combien de mètres cubes? Alors, d'un point de vue technique, aujourd'hui, notre plus petite unité traite 200 mètres cubes par heure. C'est assez petit. Mais le sujet n'est pas tant technique qu'économique. Et la question, c'est quel prix la société est prête à payer pour de l'énergie renouvelable. La société, à travers son bras armé, que sont Énergir et le MERN. Donc j'aurais presque tendance à dire que la question se retrouve plutôt côté Énergir, parce qu'évidemment, plus on descend en taille, plus le prix est élevé de production du biométhane. Et plus la taille est importante, et plus on a des économies d'échelle avec un prix qui frise ensuite le prix du gaz naturel. Donc, le tarif d'achat français permet de faire des petits sites. Un petit site, on va être sur, alors je suis désolé pour les métriques, on parle en euros par mégawattheure en Europe, on va être sur 70-80 euros par mégawattheure. Je crois que c'est autour de 25-30 dollars du gigajoule. Et plus on grossit en taille, plus on peut descendre le prix jusqu'à friser les 10 dollars du gigajoule sur les gros sites. Donc c'est plus un sujet économique que technique, et ça dépend des prix d'énergie. Parfait, merci beaucoup. Extrêmement intéressant. J'ai une autre question tout de suite que je vous soumets. Alors là, je vous soumets à tous les trois parce qu'elle est assez générale. Quelle est la part de mètres cubes du Québec, du Canada et hors Canada? Alors je pense qu'on fait référence probablement à la production de GNR en mètres cubes quantitativement au Québec, Canada et reste du monde. Je ne sais pas lequel des trois pourrait répondre à cette question. Moi, en termes de potentiel, je peux donner quelques chiffres très rapides sur la France. En France, on consomme 400 TWh de gaz. C'est à peu près, on va dire 25%, 25% de la consommation finale d'énergie française. Le potentiel technique de production de biométhane d'origine donc organique, nos déchets, les champs, l'industrie agroalimentaire, c'est 200 TWh. Le potentiel de production de biométhane à partir des déchets ménagers, c'est de l'ordre de 2 TWh. Et le potentiel technique global de production de gaz renouvelable, y compris la filière lignocellulosique, il est de l'ordre de 400 TWh. Donc on est sur des dimensionnements, des potentiels qui sont quand même assez comparables à ce qui est consommé en France. Très bien, parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez, Gérard? Oui, oui, je vous Est-ce entends. que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Excusez-moi, j'ai la régie qui m'appelle. Mais je pense qu'eux ne m'entendent pas. Bon, mais moi, je vais avoir une question peut-être plus pour Monsieur Renaud et Monsieur Junot. Je voudrais savoir si la tendance se maintient. Est-ce que le rythme de développement des nouveaux projets au Québec nous permettra d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, aussi bien au niveau gouvernemental qu'au niveau énergie? J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Peut-être qu'on peut commencer par Monsieur Junot. Oui, nos analyses, nous, ce qu'on a dans notre compréhension c'est que oui, il y aura pas de. Les enjeux, c'est que les investissements se fassent, qu'on réussisse à développer le marché, que la demande soit présente, parce que la biomasse, quand on va cheminer, éventuellement, on va réduire cette biomasse nécessaire.
Mais à court terme, il y a des très grands gains à faire potentiellement. Il y a un exercice à faire de rationaliser nos efforts aussi, s'assurer qu'on fait les bons investissements, avec une bonne compréhension de la disponibilité de la biomasse dans une région pour s'assurer de maximiser justement ces investissements-là, qu'on ne se chevauche pas sur des géants. On l'a abordé un petit peu, là, les notions de bonne connaissance des biomasses, là, mais c'est ça, c'est essentiel dans les prochains mois, années, de continuer à travailler fort, à bien cerner où sont les matières qui peuvent être des intrants, et puis après ça, bien gérer nos investissements pour aller chercher le maximum de tout ça sans chevauchement. Moi, je pense que c'est plus là dans l'enjeu, c'est plus bien orchestrer nos efforts pour rationaliser tout ça. Parfait. Merci, Monsieur Junio. Monsieur Regnault, est-ce que vous souhaiteriez compléter? Bon, je n'entends pas Monsieur Regnault. Mais de toute façon, la régie me fait signe que nous devons clôturer. Effectivement, nous avons débordé un petit peu de 10 minutes. C'est un sujet très riche et on pourrait continuer à en discuter pendant encore très longtemps. Donc, je vais remercier une nouvelle fois nos 3 conférenciers pour la qualité de leur présentation et puis leur disponibilité, la qualité de leurs réponses. Alors, merci à tous d'avoir assisté à cet atelier. Et puis, merci à tous. Bonne continuation pour le colloque et à très bientôt dans le marché du GNR au Québec. Voilà. Merci à tous. Au revoir.